la fin de la Seconde Guerre mondiale, le porte-avions est au cœur d'un débat sans fin. Pendant toute cette période, une foule d'arguments ont été invoqués pour critiquer la place du porte-avions en tant qu'instrument offensif principal de l'US Navy. Certains d'entre eux ont été réfutés par les événements historiques. Dans l'enthousiasme irraisonné d'après-guerre prônant l'arme atomique, beaucoup de spécialistes militaires sont persuadés que l'arrivée de la bombe met fin à une forme de conflit conventionnel et à l'utilisation des armements classiques, y compris le porte-avions. Et le développement rapide des missiles semble leur donner raison. L'US Navy est déterminé à démontrer rapidement que les porte-avions, ainsi que les autres bâtiments de la flotte, ont un rôle essentiel à jouer dans les engagements de type classique lors de conflits régionaux. Elle consacre un important effort à doter ses porte-avions d'une capacité de frappe nucléaire. Pour y parvenir, elle compte notamment sur le développement de bombardiers lourds capables d'opérer à partir d'un porte-avions. Les événements ont prouvé que la guerre classique sans armes nucléaires était encore bien réelle et plusieurs conflits limités en ont fait la preuve. Tout d'abord en Corée. Au cours de cette guerre, nombreux sont les partisans de l'utilisation des armes nucléaires. MacArthur lui-même en est un fervent défenseur. Mais le combat est toutefois mené d'une manière conventionnelle. Si la seule réponse envisagée à l'agression coréenne avait été nucléaire, c'est la planète tout entière qui aurait dû faire face à la guerre atomique. Dans une approche conventionnelle, les porte-avions sont des éléments indispensables. Les énormes vaisseaux apparus pendant les événements de Corée, bien que vecteurs latents d'armement nucléaire, ont été utilisés avec précision grâce à la modulation de leur puissance de frappe. Être en possession de l'arme nucléaire ne veut pas dire l'utiliser. La situation a toujours pu être contrôlée pour éviter une telle décision. Pourtant, à certains moments critiques de l'histoire récente, les partisans de son usage n'ont pas manqué, aussi bien chez les militaires que chez les politiques. L'option nucléaire a redéfini les priorités à évaluer avant son utilisation. Et aujourd'hui, il n'est plus question d'abandonner les instruments de la guerre classique au seul profit des armes nucléaires. Cette décision prise, le débat vise dès lors à définir la répartition et la nature des forces conventionnelles à mettre en œuvre. La mission entière de l'aéronaval est âprement discutée. En termes militaires, son usage est contesté, car comparé à celui des forces aériennes basées au sol. Alors qu'au sein de l'US Navy, un fort courant d'opinion pousse simplement à la réduction de la taille des porte-avions. L'argument essentiel de ces détracteurs est le fait que la mission d'attaque principale qu'avaient les porte-avions pendant la Seconde Guerre mondiale est désormais affectée aux sous-marins. Certains experts affirment que les sous-marins d'attaque rapide, capables d'atteindre des vitesses approchant les 40 nœuds, 75 km/h, ont rendu tout navire de surface totalement obsolète. Si le porte-avions a pris la place du cuirassé en tant que bâtiment principal de la flotte, le sous-marin risque aujourd'hui de la lui ravir. Considéré comme une arme moderne d'importance, le fait est qu'il ne peut tirer qu'une gamme limitée de projectiles. De plus, investi d'une mission de reconnaissance ou de surveillance, il ne peut rivaliser avec les avions embarqués. Les sous-marins ne peuvent, comme les cuirassés et les porte-avions, appuyer les troupes d'infanterie, ni frapper des objectifs en mouvement. En outre, un porte-avions n'opère jamais seul, il est toujours accompagné d'un grand nombre de navires de protection.
Les partisans du sous-marin doivent admettre que leur utilisation exclusive et l'abandon des porte-avions n'a rien de rationnel. Les flottes modernes doivent être équilibrées et aussi efficaces dans la défense que dans l'offensive. Le sous-marin peut sans conteste embarquer l'armement apte à couler un porte-avions, mais face aux mailles serrées du filet protecteur constitué par les avions et les navires de lutte spécialisés et les sous-marins d'attaque adverses eux-mêmes, rien ne permet d'affirmer que ces armes atteindront leur but. D'autre part, une fois lancé, un missile doit déjouer des défenses contrôlées par radar qui peuvent l'abattre en vol. L'évolution technologique de ces deux ennemis est une course sans fin. La surenchère des systèmes d'armes maintient le débat entre les partisans du sous-marin et ceux du porte-avions. Mais à chaque fois, les progrès ne font que démontrer les avantages des deux types de bâtiments. Et cette explosion technologique a des effets annexes. L'armement devenant de plus en plus coûteux, le prix de ces merveilles technologiques donne du fil à retordre aux dirigeants politiques des États modernes. Chaque génération de porte-avions est plus volumineuse, plus complexe, plus puissante et plus sophistiquée que la précédente. Ces machines fascinent par leur incontestable prestige, détournant l'attention du public des analyses impitoyables des comptables. This is the new Enterprise. She's something to see, all right. A complex instrument of war or peace, just barely dreamed of 50 years ago. A shining example of our new Navy and of sea power at its best. L'Enterprise, tout premier porte-avions à propulsion nucléaire mis en service en 1961, est véritablement un splendide bâtiment. Grâce à l'expérience acquise avec les porte-avions de la classe Forrestal, l'Enterprise est alors le système d'armes le plus puissant jamais construit. Et c'est aussi le plus coûteux. La facture s'élève à plus de 450 millions de dollars. Les 188 millions de dollars du Forrestal avaient jadis fait scandale. Le coût de la technologie nécessaire à la construction d'une série très limitée de bâtiments ne peut qu'être énorme. Celui de l'équipement, à répartir sur 6 ou 7 exemplaires, en fait des machines monstrueusement chères. Quand il y a des milliers de systèmes à incorporer dans chaque porte-avions, la facture ne peut qu'effrayer à juste titre les politiques. La génération suivante de porte-avions nucléaires après l'Enterprise sera celle du Nimitz, que l'on voit ici en construction. Les bâtiments de cette classe, qui déplacent 81 milliers de tonnes, arrivent dans l'US Navy avec l'entrée en service du Nimitz en mai 1975. La facture s'élève alors à 1,881 milliard de dollars. Mais le coût de ses successeurs dépassera les 2 milliards de dollars. Le prix du matériel de défense incite les gouvernements britanniques successifs à baisser les bras, et la puissance de la Royal Navy est profondément affectée. À l'époque de la guerre des Malouines, les Anglais ont même l'intention de vendre leur dernier porte-avions qu'ils viennent de mettre en service. Mais au regard du rôle capital de ces unités pendant le conflit, le plan est abandonné. Aux États-Unis, on n'en est pas encore là. Pourtant, le coût des porte-avions soulevait déjà avant la guerre du Vietnam les protestations les plus vives. Mais là aussi, avec le conflit, le pouvoir politique comprend l'utilité de ces navires et commande la construction à long terme de nouvelles unités. Il faut 7 ans pour achever la construction d'un porte-avions. C'est avec ce délai que les gouvernements sont contraints de compter. Pour les hommes politiques du monde entier, l'économie est devenue une véritable religion. Confrontés à ces dogmes, ils doivent se démener pour maîtriser une réalité qui reste insensible à leurs désirs. Les solutions véritables ne sont plus ni militaires ni économiques, mais politiques. Quand les options possibles sont limitées par les impératifs économiques, la marge de manœuvre est faible.
Les décisionnaires faisant des choix parmi des options indispensables mais extrêmement coûteuses ont la nostalgie des temps anciens. Aux yeux du public, les machines que les représentants du peuple doivent commander ou moderniser doivent apparaître exceptionnelles. Un avion de combat Tomcat n'est pas seulement coûteux, c'est aussi une machine remarquable. Pour ses utilisateurs, cet appareil remplit ses fonctions à la perfection. L'engin qui devra le remplacer devra en toute logique s'avérer encore plus impressionnant et sera vraisemblablement plus coûteux. Ce n'est pas aux ingénieurs qui étudient les systèmes d'armes de réduire leur capacité pour en limiter le coût. Si la mission d'un avion exige une vitesse de Mach 2,3 et impose une voilure à flèche variable, l'avion sera cher. Mais pour les ingénieurs, ce qui compte surtout, c'est que la machine soit capable d'effectuer correctement sa mission. Chaque Tomcat, chaque Hornet embarque une puissance militaire qu'un pilote de la Seconde Guerre mondiale n'aurait pas cru possible. Les missiles d'aujourd'hui sont aussi puissants que toutes les bouches à feu réunies d'un cuirassé d'il y a 50 ans. Rien qu'en termes de puissance, l'armement moderne est donc incroyablement redoutable, mais si l'on ajoute le guidage, la vitesse et la portée, les comparaisons avec les machines de la Seconde Guerre mondiale sont dénuées de sens. Tel est le problème quand on essaie d'évaluer le potentiel d'un porte-avions moderne. Il n'y a jamais eu quoi que ce soit d'équivalent et sa puissance n'a encore jamais été défiée. La vulnérabilité d'une escadre d'intervention aéronavale est certes sujette à controverse, mais il est indéniable que ces gros vaisseaux et leur entourage sont un symbole de puissance. Les centaines de canons qui équipaient les porte-avions au temps des kamikazes ont laissé place aujourd'hui à un arsenal apparemment spartiate de missiles et de batteries d'artillerie à 6 canons rotatifs contrôlés par radar. Ce sont les radars de veille et de contrôle de tir qui hérissent maintenant la silhouette des porte-avions. S'y ajoutent les détecteurs de contre-mesures électroniques, les signalisations pour les avions, les antennes de communication par satellite, les systèmes IFF d'identification et les systèmes de contrôle missile. Les radars et tous les systèmes électroniques se sont considérablement développés. Mais de plus en plus, la technologie est synonyme de sécurité. C'est la raison d'être du navire. Un bâtiment vieux de 20 ans, encore encombré des équipements installés à l'origine, ne serait qu'un lourd fardeau pour une escadre en guerre. Logiquement, les équipements ayant une longue vie opérationnelle doivent être régulièrement perfectionnés pour rester compétitifs. Les armements dépassés sont un handicap terrible. Cependant, quand on rénove les systèmes, il faut aussi en assumer le coût. Cauchemar récurrent des décideurs politiques. Le rôle des navires a changé au cours du temps et les petits porte-avions conçus pour des missions spécifiques ont aujourd'hui leur place dans l'arsenal naval. On peut citer les missions de déploiement d'hélicoptères, de débarquement de troupes, de lutte anti-sous-marine, etc. De plus, l'apparition des AV-8 arrière, appareils à décollage vertical, ouvre de nouvelles perspectives à des navires encore plus petits, comme certains destroyers ou croiseurs. Les porte-avions d'attaque interviennent de plus en plus souvent dans la lutte anti-sous-marine, aussi bien défensive qu'offensive. La variété des bâtiments de guerre et celle de leur mission résulte directement d'une période historique mondiale constamment troublée. Les décolonisations, les rivalités idéologiques, les tentatives hégémoniques de certains pays ont contribué à déclencher des conflits régionaux, tandis que le lourd manteau de la guerre froide pesait sur le monde entier. Ces dernières décennies ont été marquées par l'instabilité, la déstabilisation programmée, les fronts de libération nationaux, les gardes nationales, les coups d'État, les despotes, les révolutions, les invasions et les querelles de frontières. Les porte-avions ont pris de l'embonpoint pour répondre aux menaces des sous-marins, aux besoins des avions et des missiles et aux impératifs dictés par divers types de conflits, mais aussi aux besoins des guerres futures. Chaque nouvelle fonction du porte-avions
en augmente dangereusement le coût. L'Amérique a fait appel à ses porte-avions à de nombreuses occasions. Lorsque la guerre de Corée a éclaté, la flotte de l'US Navy connaissait une réduction d'effectifs et il a fallu inverser le processus. Peu après, lors de l'escalade vietnamienne, les porte-avions disponibles ont dû être parcimonieusement déployés pour tenter de répondre aux besoins vitaux. Les débats sur une nouvelle génération de bâtiments ont brusquement cessé au moment du Vietnam et les navires de la classe Nimitz sont apparus. Un plan de renouvellement de la flotte jusqu'en 2020 a été mis au point. Mais l'engagement sur le maintien des porte-avions n'assure que le niveau minimum de disponibilité. Pourtant, les expériences renouvelées de l'après-guerre démontrent que ces navires sont constamment nécessaires et que leurs interventions sont multiples et variées. En plus de la laborieuse campagne du Vietnam, les porte-avions ont servi dans un certain nombre d'incidents mineurs, parfois juste pour assurer une présence militaire. Les accrochages libyens des années 80 sont des exemples types d'incidents qui justifient le déploiement des porte-avions. Le gouvernement libyen n'a jamais cessé d'adopter une attitude agressive envers l'Occident, et en particulier envers les États-Unis. Entre 1981 et 1986, les forces américaines sont plusieurs fois confrontées aux Libyens. Cette tension est la conséquence des déclarations du colonel Kadhafi qui veut étendre unilatéralement ses eaux territoriales dans le golfe de Libye, une véritable annexion d'une partie de la Méditerranée. La législation internationale est bafouée et à part la Libye, aucun pays n'avalise le diktat de Kadhafi. La tension monte lentement jusqu'en 1986 où après 2 attentats terroristes, l'un sur un Boeing de la TWA qui s'écrase en Écosse, l'autre dans une boîte de nuit à Berlin qui atteint des soldats américains, les forces américaines lancent une série de raids sur des objectifs libyens, notamment les villes de Tripoli et de Benghazi. Une fois de plus, les porte-avions de l'US Navy constituent le pivot des opérations. Les avions de l'aéronavale américaine effectuent des raids de suppression des sites radars. Immédiatement, ces raids sont l'objet d'une désapprobation dans le monde entier, notamment de la part des pays arabes qui condamnent violemment ces actes d'agression. Même l'Égypte s'offusque. Un seul pays arabe s'abstient de commenter les événements, l'Irak, avec à sa tête Saddam Hussein. Celui-ci est engagé dans une guerre avec l'Iran et ne tient pas à voir tarir une source possible d'approvisionnement en armes. De plus, il ne voit en Kadhafi qu'un rival. Les porte-avions américains interviennent de plus en plus au Moyen-Orient. Ils stationnent au large du Liban et de l'Iran alors que la région est secouée par une suite de conflits. Le retrait des puissances coloniales a laissé un tracé des frontières des plus artificielles en fonction des sites pétrolifères et des besoins des pays occidentaux pour des sources d'approvisionnement sûres. La création de l'État d'Israël est au centre d'une instabilité chronique de la région dont les pays sont souvent secoués par des révolutions et des coups d'État. Le Moyen-Orient est incontestablement la partie de la planète où les enjeux stratégiques et économiques sont les plus élevés. C'est pourquoi la réaction à l'invasion du Koweït par l'Irak contraste fortement avec celle de Timor par l'Indonésie. La crise dans le Golfe Persique en 1990 a provoqué une série d'actions militaires de grande envergure. Il fallait d'abord déployer une force de défense pour protéger l'Arabie saoudite d'une attaque irakienne. Il fallait ensuite fournir une couverture militaire crédible pour empêcher l'Irak d'engager une action préventive avant l'arrivée de forces massives de l'ONU. Les porte-avions géants répondent parfaitement à ce genre de situation. Une force d'intervention aéronavale occupe un espace relativement restreint dans l'océan. Elle constitue le centre d'un cercle dont le rayon est proportionnel à l'autonomie des avions, à la portée de ses armements et de ses instruments électroniques. L'expérience a montré que tout ce qui se trouve à l'intérieur de ce cercle ne survit que si le commandement du porte-avions le désire. La plus grosse partie du dispositif militaire irakien était couverte par ces cercles, qui de plus se superposaient en certains secteurs au fur et à mesure que les porte-avions se mettaient en ligne.
La réaction mondiale à l'invasion du Koweït fut à la hauteur de la désapprobation unanime qu'a suscité l'agression irakienne. Pour une fois, la communauté mondiale a répondu à l'acte autrement que par des mots. Et les premières mesures ont consisté à envoyer les porte-avions. Seules deux choses sont en mesure de mettre fin au règne du porte-avions. La première serait un conflit nucléaire. L'autre serait l'avènement d'une paix universelle sur le monde. Les porte-avions croisent toujours.